Bienvenue, Ali Moutayeb. Bonjour Rachid, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation dans cette émission de débat 7e sens. Émission de débat censée donner du sens là où il y a du sens, où il faudrait en tout cas donner nécessairement du sens. Ali Moutayeb, je rappelle, vous êtes spécialiste en intelligence stratégique et gestion des risques et des opportunités ou juste gestion des risques? Il y a toujours des opportunités derrière les risques, forcément. Il y a aussi de la croissance. C'est tout l'intérêt du débat aujourd'hui avec vous, au lendemain de la réélection et l'investiture de Donald Trump, 40e président des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce qui a pu être déroulé par Donald Trump? Peut-être un retour assez incroyable déjà de se dire, avec du recul, où on se positionne par rapport à il y a 4 ans et aujourd'hui. On avait un président qui a été conspué, l'affaire du Capitole, la suspension de Twitter et tout. Et aujourd'hui, qui aurait pu prédire, il y a 4 ans, qu'aujourd'hui on aurait une investiture avec... en l'espace de 4 ans. 4 ans, ça paraît long et court. On y reviendra parce que c'est très important par rapport au mandat. Mais qui aurait cru, qu'on aurait une investiture avec Donald Trump, Elon Musk qui a racheté entre-temps Twitter et qui a permis de pousser justement ce retour de Donald Trump. Un retour en fanfare, un retour très actif, de retour dans l'action, c'est-à-dire que des promesses de campagne plus grandiose que lors de sa première élection en 2009. Tout à fait, parce que c'est déjà l'élection en soi, au niveau quantitatif, au niveau des voix, est un triomphe. Au niveau national, c'est un retour en triomphe si on se réfère à des métaphores romaines pour faire quelques clins d'œil par rapport à ce qui s'est passé hier pendant l'investiture. Il y a eu quelques petits dérapages. C'est quoi, Elon Musk qui a fait ce geste? Je pense à ce qui a été dit comme étant un salut romain ou un geste du cœur, ou pour certains un salut nazi ou autre. En tout cas, il y a eu. C'est à l'image justement de ce qui a permis aussi cette poussée pendant la campagne électorale et cette investiture hier. Attention néanmoins, il y a un décalage d'image. On a quand même vu un Donald Trump et ses proches très posés, très réalistes par rapport à un certain nombre de choses. Déjà dans l'action, donc plus de 42 décrets, il me semble, qui ont été signés d'ores et déjà hier, très important. Devant ces militants et partisans, est-ce qu'on doit se dire, est-ce qu'il y a aussi une signification? C'est symbolique, c'est une belle opération de com. Que de com? De communication, elle est concrète, c'est-à-dire qu'il est déjà dans l'action. D'habitude, dans le monde, la plupart des gouvernements élus, on parle des 100 premiers jours qui sont très importants. Ces 100 jours, on va pouvoir déployer notre programme, déployer en fait notre mode d'action pour lequel on a été élu, où beaucoup échouent. Là, on se rend compte que le jour de l'investiture, de manière très symbolique, il y a déjà des décrets concrets demandés par ses électeurs, ou en tout cas présentés par lui, qui ont été signés, très symboliques. Beaucoup qui concernent la politique intérieure américaine, la question migratoire, la question de la suspension du droit d'asile. Sur la question migratoire, est-ce que ça va être compliqué pour lui? On sait très bien que Donald Trump nous a habitués à faire ce qu'il dit et à dire ce qu'il fait globalement. Oui. C'est plus de 10 millions de personnes qui sont sur le sol américain aujourd'hui en situation illégale d'un point de vue administratif. Est-ce qu'on peut imaginer, Ali Moutayeb, selon vous, que effectivement il va expulser ces 10-11 millions de personnes qui sont sur le sol américain? Je rappelle qu'il y a aussi des femmes et des enfants. Et que les femmes et les enfants ne sont pas forcément directement concernés. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais effectivement, l'immigration, il a beaucoup insisté là-dessus. Donc l'expulsion massive. Il y a eu 2 images symboliques hier, c'est-à-dire qu'on a vu des personnes entassées au niveau de la frontière américano-mexicaine, qui attendaient leur rendez-vous sur une application spécifique pour demander l'asile, pour le droit d'asile, qui a été suspendu d'un coup. Donc il a suspendu et promis la suspension du droit d'asile, qui concerne des millions effectivement d'illégaux. Mais en même temps, on a vu aussi une déclaration lors de la signature des décrets. Il a dit, moi, l'immigration légale ne me dérange absolument pas, c'est-à-dire venir par les canaux officiels pour travailler, pour servir, en tout cas pour répondre à un besoin spécifique au niveau du marché du travail américain. Il n'y a pas de problème tant qu'on vient via des canaux légaux. Est-ce que ça a un impact aujourd'hui? Pas quantifié comme ça. Est-ce que ça aura un impact économique aussi? Il faut savoir que beaucoup de secteurs emploie des migrants illégaux dans le cadre de l'informel aux États-Unis ou ailleurs. Je pense au secteur agricole, au secteur de la restauration, etc. Quel impact, l'inflation ou autre? Ça, je pense que c'est des questions secondaires. En tout cas, c'est des mesures fortes, symboliques, qui sont aussi dans la communication. Je veux dire, la communication, elle est importante lorsqu'elle est corrélée à des actes concrets, des actes dans les 78 décrets que vous avez évoqués, effectivement, qui ont été dénoncé par Donald Trump. Il y a aussi le retrait quasi immédiat des États-Unis d'Amérique de l'Organisation mondiale de la santé, courrier adressé
aux Nations Unies, prévisible, pas prévisible? Ouais, c'était déjà d'actualité lors du premier mandat. Il y avait des échanges. Donald Trump était un petit peu avait signifié en tout cas par message que son administration était pas la plus, on va dire, qui n'avait pas un tropisme vers le multilatéralisme. Il trouvait que des institutions un peu comme, y compris les Nations Unies, l'ONU, l'OMS ou autres, étaient des institutions multilatérales qui ne servaient pas à grand chose. L'OTAN également. L'OTAN, et donc le gouvernement américain mettait trop d'argent dedans. Et l'OMS, il a particulièrement fustigé lors de son premier mandat, notamment lors de la crise du Covid, où il a estimé qu'elle ne servait, enfin, selon ses dires, qu'elle ne servait à rien, qu'elle n'a pas été réactive, qu'elle était sous influence chinoise. On rappelle de quelques accusations qui ont été faites. Et je pense que symboliquement, l'OMS est devenue associée à une espèce d'épouvantail du Covid qui a eu, si je peux me permettre l'expression, qui a eu quand même la peau de Donald Trump lors de l'élection 2020. C'est ce qui sa réélection. Qui était anti-vax, donc du coup, est-ce qu'il a voulu faire ça endosser, fait payer ça à l'OMS? Anti-vax, on va dire qu'il a été très pessimiste par rapport à la question de la gestion du virus, de la Covid-19. On peut pas dire qu'il a été anti-vax parce que c'est lui qui a fait l'opération, j'ai oublié, Top Speed, pour l'élaboration du vaccin avec notre cher médecin maroco-américain aussi qui était dans l'équipe. Donc, on peut pas le dire, mais en tout cas, les mesures qui ont été prises et surtout de chômage, de retard dans le lockdown, dans les mesures, a eu finalement un peu sa peau dans les la dernière ligne droite de sa réélection, de la campagne électorale. Donc, il y a quand même une sorte de, je sais pas si on peut utiliser le terme de revanche, mais en tout cas pour lui aujourd'hui, ses électeurs, ce sont des choses, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Je pense que c'est aussi une mesure très symbolique. Est-ce que l'OMC, pour l'instant, il s'est pas exprimé là-dessus? Clairement, est-ce que, selon vous, il pourrait aussi dénoncer, en fait, ne plus adhérer à l'Organisation mondiale du commerce, compte tenu qu'il a d'ores et déjà annoncé sa future politique douanière, tout à fait, avec l'IRA comme instrument dissuasif, en tout cas pour accéder au marché américain. Oui. Est-ce que là-dessus, sur l'OMS, il pourrait demain ou après-demain, selon vous, sachant que déjà concernant l'OCDE, il a déjà pris des engagements vis-à-vis de l'OCDE sur la fiscalité. Donc, de manière générale, on va dire que ce deuxième mandat s'annonce. Je pense que l'administration Trump 2 et Donald Trump revient avec un peu plus d'expérience par rapport au premier mandat et beaucoup plus de pragmatisme de manière générale. Donc, par rapport aux questions douanières et de protectionnisme au niveau des États-Unis, les décrets, les positions, en tout cas les décisions, sont prises de manière très réaliste et concrète. On a vu qu'il y a eu l'annonce, en tout cas, de la hausse des barrières douanières par rapport au Canada et au Mexique, qui prendra, en tout cas, qui va être mis en place à partir du 1er février. Néanmoins, on voit que la question, tout le monde attendait un peu les États-Unis sur la question de la guerre commerciale et des rapports de force face à la Chine. La Chine est encore ménagée pour l'instant parce que je pense qu'au niveau stratégie globale, il faut faire très attention aux mouvements qui vont être effectués par rapport à la question chinoise. Il y a beaucoup de liens d'interdépendance, notamment la question agricole, la question de l'import-export. La présence d'entreprises américaines en Chine, le fait que la Chine, je crois que détient un quart des bons du Trésor américain. Il y a ça, il y a la question la Chine détient 80%, quasiment entre 70 et 80% des terres rares dans le monde, qui sont des matériaux indispensables aujourd'hui à toute la question de la tech, de l'industrie de la tech, la question des batteries électriques. On voit dans l'administration Trump, et c'était très symbolique hier, le retour, en tout cas la présence de plus en plus importante de ce que j'appellerais, entre guillemets, du cartel de la tech, ce qu'on appelait les GAFAM. Ils étaient tous là, comme on dit. Et ils étaient tous là. Il y a eu une fusion. Bon, il y a l'image symbolique, à un moment, vous voyez Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk et le président de Google, tous là. Et je crois qu'avec eux quatre, au niveau de cette image, c'est beaucoup plus que le PIB de plusieurs pays. C'est un message qui est adressé aussi à la Chine, c'est-à-dire la puissance technologique et le devenir technologique du monde. C'est nous, les Américains, c'est pas vous les Chinois. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi? En tout cas, dire qu'on sera des adversaires farouches, oui, ça c'est sûr. Parce que dire que c'est nous et pas vous, c'est partiellement faux. On va dire qu'il y a deux gros joueurs aujourd'hui sur cette question-là, la question technologique et la question de l'IA, c'est la Chine et les États-Unis. Et aujourd'hui, la présence plus importante, on voit une présence de la question, enfin en tout cas des gens de la tech qui devient de plus en plus politique aujourd'hui, qui s'inscrit au niveau politique et de la communication, avec Elon Musk qui aura un rôle dans la question le fameux Dodge, le département de meilleure gouvernance.
d'efficacité gouvernementale, mais aussi voilà la présence de Mark Zuckerberg. En tout cas, les géants de la tech ou ce secteur-là prend de plus en plus d'ampleur, y compris au niveau politique, voilà, de présence. Ils détiennent la data. Il y a la question qui est revenue plusieurs fois, la question TikTok, donc oui, le ban a été levé. C'est exprimé Donald Trump d'ailleurs avec un sursis accordé à TikTok, et puis un message peut-être adressé à la Chine aussi en disant voilà, si TikTok veut survivre et continuer à vivre aux États-Unis, il faudra faire 50-50 au niveau du capital. Tout à fait. Et c'est beaucoup plus. On a tendance à l'oublier que c'est très j'ai envie de dire, vu qu'on est sur une onde américaine, je veux dire, c'est très fair entre guillemets. On n'oublie pas que la Chine interdit totalement des applications comme Facebook, X et Wikipédia ou autres. Enfin, pour des raisons de sécurité publique, a priori là-bas. Tout à fait. Donc les États-Unis on comprend ce décret qui a vu un peu la première fois une application étrangère la concurrencer sur la question de la souveraineté de la data en termes d'utilisateurs. Donc là, on essaie de trouver une porte de sortie qui arrange tout le monde. Qui dit 50-50 dit aussi rester sur une question de législation américaine sur le sol et dit question du contrôle de la data. C'est surtout donc ça. Trump 2 avec la Chine, il faudra encore se montrer patient pour réellement voir la stratégie que compte adopter Donald Trump à l'égard de Pékin. Oui, parce que là, il a dégainé très vite sur des sujets, le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, on l'a dit de l'OMS, mais on voit qu'avec la Chine, c'est assez tiède. Ben en fait, oui. En fait, de manière stratégique, de manière générale, c'est le principal. Ça reste le principal adversaire, et ça depuis plusieurs administrations, depuis même l'administration Obama. C'est la concurrence sur le secteur technologique, c'est la concurrence au niveau, du devenir de la première puissance mondiale, notamment au niveau économique. La première place se joue entre les deux. Donc ça restera le principal adversaire. Maintenant, quel mouvement adopter ? Je pense que pour l'instant, si je prends la métaphore de deux boxeurs sur un ring, c'est le premier round, on est en train de se voir, de voir quel tactique on va adopter, quel angle d'attaque, est-ce qu'on va y aller à l'endurance sur plusieurs rounds, est-ce qu'on va aller essayer de chercher le chaos rapidement. Voilà, on est plutôt sur cette phase-là, et j'ai l'impression que l'administration Trump va attaquer plutôt, en tout cas d'un point de vue stratégique, les premiers, on va dire, adversaires faciles, on va dire, en tout cas moins compliqués à maîtriser. Voilà. À maîtriser. C'est quoi ? C'est l'Europe ? Oui, je pense. C'est ça essentiellement. C'est ça que Ali Taïeb a en tête. Et puis une tactique de communication d'encerclement, ce qu'on dit en guerre de l'information, d'encerclement cognitif, qui a commencé il y a quelques temps, avant même l'investiture, avec cette question du Groenland, du Canada, du canal de Panama. Je pense que Donald Trump est aussi en train d'enlever des tabous. C'est-à-dire que, on l'a vu hier par rapport à son discours, il est dans un discours assumé de puissance, de projection de puissance, de retour. Il a utilisé des termes, le retour à l'âge d'or, de Golden Age américain, rendre l'Amérique sa magnificence, sa super méga puissance, c'est l'impérialisme américain en format double XL. Oui, en fait, quand on commence à dire qu'on veut récupérer le Canada ou le Groenland, c'est une forme d'impérialisme, alors qu'on a été habitué plutôt à un Trump premier mandat qui était très isolationniste. Néanmoins, je pense que derrière beaucoup de déclarations, il y a des projections concrètes par rapport à des enjeux stratégiques. La question du Groenland, qui me paraît la plus réaliste de toutes les déclarations de communication qui ont été dites. En fait, c'est pas fou lorsqu'il dit effectivement non, je pense que ça il veut une option d'achat sur le Groenland. Je pense qu'il y aura des négociations d'achat avec le Danemark, à voir comment vont être les rapports de force. Mais je pense que derrière, c'est des questions d'ordre géopolitique et stratégique. C'est la question avec la fonte des glaces, de l'ouverture des routes maritimes du Nord, où il y a une présence russe et surtout chinoise très importante par rapport au contrôle. Celui qui contrôle la mer contrôle le monde. Doctrine d'Alfred Mahan, américain, sur le Sea Power. La question du canal du Panama, où la Chine, dans son jeu de Go, route maritime. Tout à fait, est très présente et très influente. Donc ça, c'est un message aussi adressé à la Chine via des canaux concrets. Il y a des déclarations qui peuvent paraître un peu farfelues, loufoques, mais en fait, il y a des enjeux stratégiques derrière. Je pense qu'ils viennent pas de nulle part. Farfelues, loufoques. Est-ce que certains observateurs, c'est intéressant de vous écouter là-dessus, Ali Taïeb considère que son premier mandat, tout le monde le prenait pour un fou. Il a gagné. 2016-2021. Là, sa campagne électorale, tout le monde le prenait aussi pour un fou, y compris dans son propre camp. Et il a remporté brillamment. En tout cas, il a brillamment été réélu. Est-ce que cette fois-ci, il faut la faire extrêmement attention, plus à ce qu'il fait
qu'à ce qu'il dit. Aujourd'hui, vous connaissez l'histoire ou la métaphore du loup. On crie au loup, jusqu'à ce que, de l'enfant, jusqu'à ce que ça arrive. Je vais pas revenir sur l'histoire, le conte. Attention peut-être à Donald Trump. Maintenant, on connaît un peu mieux son style. Je dis attention à lui, c'est-à-dire en termes de stratégie. Je pense que lors de son premier mandat, y compris maintenant, il avait deux principales techniques, au niveau de son style. La question de l'imprévisibilité, c'est-à-dire il joue, c'est un levier de pouvoir, l'imprévisibilité ou le fait qu'il casse les codes, crée une espèce de désarroi et surtout je pense, de peur par rapport à ses adversaires, y compris alliés. Donc la question de l'imprévisibilité est très importante. Et c'est pas le premier à l'avoir fait. Ronald Reagan l'a fait parfaitement face à l'URSS à son époque. Aujourd'hui, on connaît un peu mieux son style. Il y a son style aussi de négociateur, un peu d'ancien promoteur immobilier où on va aller pousser très fort au début pour aller négocier par la suite. Donc ça, je pense que les grands adversaires sur l'échiquier, les Chinois le savent. Vladimir Poutine, depuis sa déclaration d'hier soir, en disant je suis ouvert moi à l'échange, à la négociation, fermeture des guillemets. Donc il est resté très limitatif dans son propos. Est-ce que c'est une crainte de Poutine à l'égard de Trump, ou pas, ou c'est simplement c'est wait and see? Je pense que plusieurs acteurs en fait de l'échiquier géopolitique sont en train de, comme on l'a dit, les plus sages, en tout cas les plus intelligents, sont en train de jauger, de voir le style où ça va mener. Regardez la question du Moyen-Orient et la question palestinienne à Gaza. Avec son style, certains pensaient qu'il allait donner carte blanche à Netanyahou et son gouvernement. Finalement, d'après certaines histoires sorties dans la presse, réglé avant. C'était réglé. Il y a eu au contraire une pression importante pour qu'il y ait signature d'accord, afin qu'il y ait justement échange d'otages et de prisonniers. Voilà. Et en même temps, Donald Trump nomme un ambassadeur évangéliste pro-israélien. Voilà, donc c'est son style, et ça sera la même chose, je pense, avec plusieurs acteurs. Donc la Russie est en train de dire comment je vais entamer les négociations avec lui, parce que négociation il ira. À titre personnel, je n'exclus pas qui pousse. Contrairement à ce qu'on pense, je pense que l'Ukraine a perdu et qu'il y aura des négociations qui se termineront en faveur de la Russie, mais dans une victoire à la Pyrrhus. Les Russes ont mis beaucoup aussi d'argent, et surtout, ils auront une crise démographique à gérer après. Mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas que juste avant les négociations, ils poussent au maximum les Ukrainiens. C'est-à-dire, ça peut étonner et dire, moi, je vais peut-être donner des armes ou des territoires, etc. C'est son style de négociation, c'est-à-dire pousser au maximum pour mieux négocier par la suite. Il avait fait par rapport aux talibans avant, parce qu'il est venu lors de la première administration. Il avait mis plus d'hommes et de moyens pour mieux négocier avec Mike Pompeo à l'époque, et tout le retrait et plutôt les échanges avec les talibans. Très transactionnel. Et nous dans tout ça. C'est son style. Et nous dans tout ça, comme allié stratégique. Youssef Al-Malani, qui était présent à l'investiture d'ailleurs de Donald Trump, s'est exprimé en rappelant effectivement les relations à la fois historiques et à la fois stratégiques entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'il faut, vous avez parlé d'imprévisibilité, alors certains considèrent qu'effectivement son acte fort de décembre 2020 par décret, d'ailleurs présidentiel, il allait partir quelques jours après, il allait quitter la Maison Blanche, de reconnaître la marocanité du Sahara. Voilà, alors, beaucoup d'attentes ici, vous avez vu chez nous les faiseurs d'opinion, les médias, Good News, autant du côté de l'Europe tout le monde est sous abri, autant, et puis le ciel est grisonnant, chez nous le ciel est ensoleillé. Et voilà, c'est une excellente nouvelle, la réélection de Trump, tant plus que ça va certainement faire avancer encore un petit peu plus la décision politique qu'il avait prise en décembre 2020. Est-ce que vous faites partie de ceux qui avaient des certitudes ou qui nourrissaient quelques incertitudes là-dessus? Dans tous les cas, le ciel sera toujours plus ensoleillé que je dirais une administration démocrate classique qui va nous ménager, le chaud et le froid, et nous laisser peut-être dans une impasse. De manière générale, je pense que la question
de l'Afrique de manière générale, ou le Maroc pour les géopoliticiens américains, on est en même temps en zone MENA, c'est-à-dire qu'on fait partie du Moyen-Orient, mais en même temps on fait partie du continent africain, donc entre les deux. Je ne pense pas que ce sera la priorité de la Maison-Blanche, sauf qu'il ne faut pas oublier que l'administration Trump, c'est un État aussi derrière, il y a une continuité d'État, donc il y a une continuité des services de l'État, de l'armée, des services de renseignement, et donc les mécanismes de coopération sont déjà là. Ce que je peux dire, c'est que le Maroc doit sauter sur cette opportunité. Nous avons un président qui a tranché en notre faveur lors de la fin du mandat, et il faut continuer dans cette lancée. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, il y a 2 ans, il y a un mandat de 4 ans de Donald Trump, il y a un mandat de 2 ans où il a la Chambre des représentants et le Sénat qui sont en sa faveur. Donc c'est maintenant qu'il faut justement jouer notre carte par rapport à un ensemble de choses pour, Inch'Allah, entériner la question du Sahara, je l'espère, ou en tout cas avancer. Entériner ou avancer, parce qu'en fait, fondamentalement, dans certains esprits, chez nous, c'est se dire, voilà, il y avait l'ouverture d'un consulat qui était prévu dans les provinces du Sud, ce qui n'a jamais été fait, en tout cas sous le mandat de Joe Biden. Donc, la finalité serait l'ouverture d'un consulat. Est-ce que pour vous, voilà. La finalité, l'ouverture d'un consulat, elle est très symbolique, mais ce serait d'aller au-delà. Un soutien au Conseil de sécurité, par exemple, pour vraiment, donc les États-Unis sont penholders, pardon, et notamment continuer. Le Maroc doit continuer dans sa stratégie de multipolarité et d'échange avec les partenaires européens, mais aussi avec nos partenaires chinois et russes pour avancer sur cette question, mais aussi profiter du fait qu'on a un allié. Ça reste un allié américain, une administration plutôt favorable, un secrétaire d'État aujourd'hui, Marco Rubio, plutôt favorable, avec qui on a d'excellentes relations, sur lesquelles on partage beaucoup. On avait d'excellentes relations avec son prédécesseur, a priori aussi. Donc, Marco Rubio, c'est juste qu'au niveau de la doctrine diplomatique, c'est-à-dire, si on veut dire, on va parler au niveau géopolitique, notre voisin algérien qui soutient Polisario, qui est notre adversaire sur la question du Sahara, avec qui on a des tensions très importantes, est quand même se considère lui-même dans un axe, on va dire, on peut le nommer ce qu'on veut, anti-impérialiste, ou lui donner plein de mots, où il y a par exemple avec des partenaires comme Cuba ou Venezuela, Corée du Nord. Hier, on a déjà des décrets, Marco Rubio qui a des mots très durs, qui est fils de réfugiés politiques cubains, qui a eu des mots très durs contre Cuba, où les États-Unis risquent de sévir contre cela. Les États-Unis parlent de faire un embargo pétrolier sur le Venezuela à nouveau. Je veux dire, en termes géopolitiques, c'est plutôt de bon augure pour nous. Et pas forcément la position la plus confortable pour l'Algérie, notamment sur la question du Sahara. Néanmoins, ça c'est au niveau politique, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs et des signaux très favorables sur lesquels le Maroc doit avancer, notamment sur la question du Conseil de sécurité, ou même sur d'autres relations bilatérales, la coopération sécuritaire, notamment sur la question sahélienne. Ça s'est toujours bien passé avant Trump, même durant le premier mandat de Trump, mais décembre 2020, je crois que c'est le 10 d'ailleurs décembre, décret présidentiel avec la signature de Donald Trump qui a signé plein de décrets hier, donc on a eu la même signature en décembre 2020, s'il y avait une contrepartie. C'était la signature des accords d'Abraham, qui se pose aujourd'hui a priori pour un pays comme l'Arabie Saoudite. Voilà. Là, il y avait une contrepartie, accord d'Abraham. Si avancer un petit peu plus et aller un peu plus vite sur la marocanité du Sahara vue par les États-Unis, est-ce qu'il va y avoir aussi, il faut se prémunir d'une éventuelle contrepartie transactionnelle de la part de Donald Trump Oui, je pense que déjà la reprise, voir déjà le règlement de la question palestinienne, faire un état des lieux, voir comment régler le conflit en cours à Gaza, mais aussi de manière générale sur la question palestinienne que le Maroc n'a jamais, au contraire, continue de soutenir à travers les initiatives Sa Majesté, à travers Beit el-Mal al-Quds, et à travers justement ce rôle de facilitateur. Mais déjà, quelques signaux, effectivement. Le retour de son gendre, Jared Kushner, qui annonce la reprise de ces accords d'Abraham, qui sont très importants, je pense, pour Donald Trump, à titre y compris personnel, y compris pour, je dirais pas pour son ego, mais aussi, je veux dire à titre personnel, Donald Trump veut et insiste, je pense que c'est très important pour lui d'être un faiseur de paix. Il veut arrêter les guerres et être un faiseur de paix. Je me demande même,
pose la question si au plus profond de lui, symboliquement, il n'aimerait pas atteindre le prix de Nobel de la paix qu'avait déjà eu Barack Obama sans trop de raison à l'époque. Mais je me demande si justement dans sa projection de marquer l'histoire, il voudrait pas. Et je pense que les accords d'Abraham sont très importants pour cela. Ce qui est visé clairement aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le rétablissement. Sauf qu'El Moutaïeb, il y a peut-être une configuration qui a changé par rapport à son premier mandat, c'est que la rue arabe, au sens très large, arabo-musulmane, s'est radicalisée avec depuis le 7 octobre dernier, des dizaines de milliers de morts palestiniens, à Gaza, mais pas que. Du coup, est-ce que ça complexifie pas encore plus les choses dans les négociations? On le voit avec MBS, Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite, qui tient compte de la rue et de l'opinion des Saoudiens, et que là, du coup, peut-être s'appuyer aussi sur entre autres le Maroc, en fait, cette dynamique pour relancer les accords d'Abraham, vu ce qui s'est passé depuis le 7 octobre dernier, ça me paraît compliqué. Vu qu'on parle de dynamique transactionnelle, en tout cas de négociation diplomatique, c'est quelque chose qui doit être mis sur la table et discuté. Et donc, est-ce que les États-Unis peuvent venir avec un plan de paix symbolique qui donne aux Palestiniens leur dignité et qui peut justement proposer un plan de paix qui relancerait un peu ces échanges au niveau des accords d'Abraham, parce qu'effectivement, il devait y avoir un échange et l'ouverture d'ambassade qui n'a pas encore été fait par rapport à cela. Donc, on a un rôle à jouer, nous, le Maroc, là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui sur la table au niveau des experts spécialistes comme vous en intelligence stratégique et en géopolitique, c'est-à-dire voilà, la reconstitution et la recomposition de la Palestine et de Gaza est sur la table aujourd'hui. Les deux États, ça a toujours été l'idée défendue par le Maroc. Tout à fait. Donc de se dire aujourd'hui, est-ce que Donald Trump va en faire aussi une priorité au niveau de la région sous le couvert des accords d'Abraham? Tout à fait. Et donc un rôle à jouer pour le Maroc. Mais quelle gouvernance pour la Palestine? Certains considèrent que cette gouvernance devrait être confiée aux Nations Unies, parce que l'autorité palestinienne est trop fragile pour cela, et que donc du coup, voilà, est-ce que là, dans ce schéma-là, accord d'Abraham, Palestine, Israël, le Maroc, c'est là où la contrepartie peut être mise sur la table pour avancer un petit peu plus sur la marocanité du Sahara. Le Maroc se projette aujourd'hui comme une puissance, au niveau géopolitique, comme une puissance moyenne, une puissance, je veux dire au niveau géopolitique, et surtout une puissance régionale d'équilibre aujourd'hui, mais vraiment crédible, c'est-à-dire qui applique, qui ne rompt pas ses promesses et qui s'engage dans différents processus. Je pense que le Maroc aura gagné, notamment du fait des excellentes relations qu'on a avec l'autorité palestinienne. Le Maroc a toujours appuyé. Voilà, la diplomatie marocaine, l'autorité palestinienne par rapport à ça. Donc, un plan avec un partage ou gestion de l'ONU ou Gaza qui sera géré par l'Égypte, Maroc, Arabie Saoudite, une puissance, d'États multi-arabes. Je n'y crois pas trop, personnellement. Je pense que le Maroc appuiera la solidité, en tout cas, l'autorité palestinienne en tant qu'autorité souveraine. Maintenant, dans quelles conditions, avec quelle gouvernance effective au sein même de l'autorité palestinienne, quid de la bande de Gaza, quid de la paix qui doit aujourd'hui avoir lieu déjà entre Palestiniens, la détention qu'il y a entre Hamas et le Fatah, et le Harakat Fatah, et en tout cas l'OLP. Il y a toutes ces questions-là, je pense, qui vont être d'abord mises sous la table, mais le Maroc peut, et je pense... doit se positionner là-dessus pour pouvoir... pourrait avoir un rôle, tout cas, conciliateur très important. Du fait des excellentes relations, du fait qu'aussi, même du côté israélien, voilà, il y a 1 million presque d'Israéliens qui sont d'origine marocaine, une diaspora marocaine très importante. Donc, Maroc comme, effectivement, acteur, puissance conciliatrice entre ces différents acteurs, notamment de l'échiquier, pour avoir un rôle, en tout cas, pour être au niveau symbolique très important et ce que pourra en comprendre aussi peut-être l'administration américaine qui pourra nous impliquer dans ces accords de paix. Ouais, parce que donc pour vous, Ali Boutaïeb, il ne faut pas exclure ou peut-être prioriser même comme future zone géographique d'influence où le Maroc pourrait jouer un rôle et être dans les radars de Washington sous l'administration Trump 2, c'est le Moyen-Orient. Aussi, oui, bien sûr. Parce que moi, je me dis le Maghreb, c'est compliqué. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué. Je pense que ça risque d'être encore compliqué pendant la durée du mandat de... Le Moyen-Orient et la question, et l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, parce que la question terroriste commence à devenir un peu
vraiment problématique. Les Américains qui, on va pas dire délaissés, mais un petit peu quand même au niveau stratégique le continent africain, commencent à voir l'arrivée aussi des mercenaires russes, anciennement Wagner. Ça peut être négocié, ça, entre Poutine et Trump, non? Tout à fait, ou en tout cas, et aussi de la question des groupuscules, des officines terroristes, voilà, qui prolifèrent dans la région. Je pense que le Maroc aura un rôle à jouer, notamment par rapport aux initiatives, qui ont été initiées par Sa Majesté le Roi, notamment la question du désenclavement du Sahel, oui, ou l'Alliance Atlantique. De la façade atlantique. C'est quoi? C'est demander aussi l'adhésion de Donald Trump là-dessus? Parce qu'on a vu, c'est de la rumeur, hein. On dit qu'il y a les transactions, il y a des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui, avec un triangle Rabat, Nouakchott et les Émirats Arabes Unis. Voilà, des choses. C'est de l'ordre de la rumeur. Rien n'a été confirmé là-dessus. Est-ce que effectivement de mettre l'administration américaine sur le coup là-dessus avec un soutien américain affirmé, pas forcément, et qui se réduit pas en fait à l'ouverture d'un consulat, même si c'est important symboliquement dans les provinces du Sud, mais c'est voilà ce projet d'ouverture de fenêtre ouverte de la façade atlantique, c'est effectivement faire en sorte que Donald Trump épouse et adhère à l'idée. Il y a cela, en tout cas, il y a aussi un momentum, parce que bon, on parlait tout à l'heure, le retour de ce qu'on appelle le Sea Power des Amériques. Il faut dire que l'administration Trump a aussi d'excellentes relations avec l'Argentine, de Javier Milei. Donc, au niveau de la façade atlantique des Amériques et aussi de la façade atlantique africaine, il y a une convergence, ça c'est sûr. Donc, il y aura peut-être, au sein de l'administration américaine, il y a déjà un appui, mais peut-être un appui encore plus fort par rapport à ce genre d'initiative qui converge en fait par rapport aux différents intérêts géopolitiques. Voilà. Donc intérêt, en tout cas les États-Unis, pour en le voir le Maroc comme un partenaire et un pôle géopolitique régional qui compte en tout cas. Est-ce que ça veut dire, en guise de conclusion, qu'il va falloir se réinventer aussi et réinventer cette relation, même si effectivement elle est historique? Oui, la relation entre les deux pays. Pour en parler très rapidement en conclusion, faire attention aussi aux contreparties. On a parlé surtout là au niveau économique au niveau politique et diplomatique. Au niveau économique, attention effectivement tout ce qui est barrière douanière. Attention à nos intérêts économiques aussi. Quand on dit barrière douanière, c'est-à-dire quand on regarde la balance commerciale entre les deux pays, elle est déficitaire. Elle est plus au bénéfice des États-Unis d'Amérique, mais vous faites référence aux accords qui ont été signés par le Maroc avec les acteurs chinois au niveau de la gigafactory, la batterie, les composants. Et est-ce que tout ça est prévu à l'export, entre autres pour le marché américain? Entre autres pour le marché américain, mais le marché européen aussi. Je veux dire, on va pas abandonner tout un tas de projets qui sont très importants. Le Maroc est en train de se développer, et là je parle vraiment à l'échelle marocaine. C'est vrai qu'au niveau international des relations commerciales, si je peux utiliser le terme, les échanges commerciaux, c'est peanut par rapport à l'ensemble global des échanges commerciaux américains. Par contre, au niveau de notre projection de puissance, au niveau de notre stratégie, au niveau du Maroc, on est en train de s'industrialiser, d'avoir des investissements étrangers très importants. Parmi ces investissements, les investissements chinois dans les gigafactories qui ont vu l'opportunité du Biden Act de l'IRA pour pouvoir exporter aux États-Unis, parce que le Maroc a un accord de libre-échange avec les États-Unis. On va voir, là, au niveau de l'administration, on a dit qu'on allait lever le Biden Act, enfin l'IRA. On va voir où est-ce que ça va mener. En tout cas, après, il y a une autre stratégie globale. Il y a aussi le marché européen et autres. Mais le Maroc, voilà, quand je dis doit faire attention, c'est aussi par rapport à ses intérêts économiques globaux. Il y a la question des engrais aussi, de l'OCP, qui est un concurrent américain très offensif en termes de lobbying et qui aura l'administration américaine. Il l'a eu au premier mandat. C'est-à-dire quoi? Trump ne va pas laisser l'acteur de référence mondial en matière de souveraineté alimentaire, qui est le leader phosphatien. On dit ça, c'est phosphatien ou phosphatien? L'OCP là-dessus, qui est en concurrence directe avec Mosaïque. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des barrières douanières, des taxes très importantes. Il y aura une bataille de lobbying et d'influence à mener sur le territoire américain par l'OCP, l'État marocain, pour défendre ses intérêts. Effectivement, placer le fait que le Maroc, en tout cas l'Office chérifien des phosphates, est un acteur incontournable de la sécurité alimentaire et donc de stabilité, y compris par rapport au continent. Donc il y a des messages à faire valoir. Il y a un concurrent qui usera de ses cartes. Donc le match est ouvert, et donc on va Maroc d'être beaucoup plus pragmatique, tout comme l'est l'administration américaine qui n'hésite pas à défendre ses intérêts. Est-ce qu'on va vers un scénario à la TikTok?
lorsqu'on a vu qu'effectivement, donc cette approche très hyper transactionnelle de Donald Trump à l'égard des propriétaires, en tout cas ceux qui détiennent le capital de TikTok, avec sur le terrain phosphatier. Non, on n'est pas dans la spéculation, je veux dire, par rapport à ce genre de scénario. Même si j'ai envie de dire maintenant, en termes d'anticipation de gestion de risque et d'anticipation de crise, faut s'ouvrir à tout un ensemble de scénarios tout en étant réaliste, bien calculer son risque, bien calculer son investissement pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit au début, et donc pour continuer son développement et sa croissance. Voilà. Son développement et sa croissance et permettre aussi d'aller un petit peu plus loin, parce que c'est central chez nous. Tout à fait. Sur la question de la souveraineté marocaine au niveau des provinces du Sud et de dire aussi, ou de redire, parce que vous l'avez très bien dit et expliqué, un consulat des États-Unis d'Amérique au sein des provinces du Sud, qui était un engagement qui avait été pris sous l'ère déjà de Donald Trump 1. Tout à fait. Voilà, c'est bien, faudra applaudir, mais pas que, parce qu'il y a d'autres enjeux aujourd'hui et qu'en 4 ans, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, c'est ce qu'on dit? Oui, tout à fait. 4 ans, c'est en même temps une période qui paraît assez courte, mais qui est assez longue aussi, où il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent. Merci infiniment. Merci pour votre invitation. Ali Boutayeb, spécialiste en intelligence stratégique et gestion des risques, et spécialiste aussi pour donner du sens sur des vrais sujets, actualité aujourd'hui largement dominée par la réélection de Donald Trump. Et je vous félicite pour votre concept aussi. Merci infiniment à vous. On essaie modestement de donner du sens là où il y a nécessité, selon nous, pas de mettre que la lumière, mais de mettre aussi du sens. Excellent. Merci une fois de plus à vous et à très bientôt. À bientôt. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.